Et là je vous reprends rapidement pour ouvrir un nouveau vlog. Je suis désolée, mon bébé derrière il est malade, il tousse. Je vais vous présenter mes deux lectures, une terminée et une en cours, et puis après je vous reprendrai au fur et à mesure du vlog de mes lectures. Donc j'ai terminé hier L'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Donc c'est le tome 3 des chroniques de Nyaxia. Donc j'ai lu en lecture commune avec Emeline, donc de la chaîne Perfect Flow, et on a beaucoup aimé. Alors on n'en a pas encore discuté, en fait on a discuté entre chaque palier, mais on n'a pas encore discuté de la fin. Et moi j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 étoiles. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome de la première duologie, parce que ce sont en fait plusieurs duologies. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'autrices qui aiment bien faire ça, en fait un même univers mais plusieurs duologies, comme le Pont des Tempêtes, etc. Et donc le deuxième tome j'avais un peu moins aimé, mais j'avais quand même mis 4 étoiles, et là aussi 4 étoiles. Et là en fait j'avais hâte parce qu'on suit un des personnages que j'avais beaucoup aimé, qui m'intriguait beaucoup dans la première duologie. Et voilà, je vous dis pas qui. Est-ce que je vous dis qui? De toute façon, vous le saurez. Mais en fait, il faut vraiment pas lire le résumé parce que ça spoil un petit peu. Et en fait, je peux rien vous dire parce que j'ai vraiment peur de spoiler. Mais là, en fait, on va partir dans toute autre chose, dans une espèce de quête. Et du coup, ce personnage que l'on voit dans la première duologie va devoir s'associer à un vampire, parce que voilà, c'est un peu ça, c'est de la romantaisie, donc voilà. Et je sais pas si vous m'entendez bien avec les jouets de mon fils, je suis désolée. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est pas dans un autre univers, mais on en apprend beaucoup plus sur les dieux et sur leur guerre qu'il y a eu, en fait, il y a très 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 longtemps, parce que dans le premier tome, en fait, on parle plus de la déesse de la mort, donc Nyaxia. Et là, on parle beaucoup plus d'autres dieux, donc le dieu du soleil, le dieu de la mort, etc. Et on entre un peu plus dans la mythologie de tout ça. Il y a beaucoup moins ce côté vampirique, parce que dans le premier tome, c'était quand même une compétition entre les vampires, où Oraya, donc humaine, participait, mais c'était vraiment voilà, un monde de vampires. Là, on est moins dans ce côté, on est moins entouré de vampires, voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, c'est hyper addictif. En chaque palier, je me suis pas ennuyée, chaque palier était hyper intéressant. Chaque palier, soit on apprenait quelque chose sur l'univers, soit il y avait une révélation, soit il y avait un petit moment de rapprochement, voilà, parce que c'est la romantaisie. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était très slow burn. Moi, j'aime pas trop quand ça va trop vite. Hein. Bon, après, ça reste une duologie, donc il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce tome-là, mais c'est arrivé très tardivement. Et puis j'aime beaucoup ce personnage qui, du coup, on va dire pour cacher sa peur, son angoisse, etc., joue sur l'humour et elle parle beaucoup en fait. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé très plaisant à lire. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que voilà, la fin, comme dans la première duologie, c'est un cliffhanger qui demande à voir la suite. Donc voilà, le tome 4 n'est pas sorti en français, il est sorti qu'en VO. Ensuite, je suis en train de lire This Time It's Will Daniel Young, pardon, c'était une rom-com young adult c'est une recommandation de Soria qui est Fire and Gold sur Instagram, je me dépêche. Et donc voilà, j'en suis presque à la fin. Voilà, c'est une rom-com particulière où en fait on suit Eliza qui en fait on suit Elisa qui a écrit un essai sur l'amour de sa vie et qui a fait un buzz. Maintenant, elle a, je ne sais, des millions de followers et tout. Et en fait, du coup, il y a celle qui tient un magazine très connu, etc., qui va lui demander d'écrire quelque chose pour elle. Et ça va lui ouvrir une espèce de stage, internship, qui va lui ouvrir des opportunités. Sauf que ce boyfriend n'existe pas, en fait. Et du coup, elle va demander à son camarade de classe, qui est aussi acteur dans des dramas, qui est du coup très connu, de jouer en fait son petit ami. Et en fait voilà, donc tout va partir d'un fake dating, et elle en échange elle va lui proposer, parce qu'elle sait qu'il a des difficultés, elle va lui proposer son aide pour l'application à l'université, pour pouvoir entrer à l'université. Voilà, donc voilà, c'est une rom-com très fraîche, voilà, et puis forcément le fake dating va finir par devenir de la romance. Et là donc je suis à la toute fin, donc je vous dirai, enfin la toute fin, il me reste 25% quoi, mais voilà, je sais comment ça va se finir de toute façon, mais j'ai hâte. Voilà, c'est vraiment Anne Young, je connaissais pas. J'ai A Song to Drown Rivers, donc de la fantasy dans ma palle, mais elle est très connue apparemment pour les rom-com young adult. Je vous en parle quand j'ai fini, et normalement ce soir je commence du coup une autre lecture, parce que je l'aurai fini, je ne sais pas encore lequel, je vous en parle quand je l'aurai choisi. Hello, du coup je vous reprends pour la suite du vlog, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que je vous avais laissé avec celui-ci où j'en étais, je crois, à 75%, si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 4 étoiles. Alors je ne connaissais pas Anne Young, mais comme je vous disais, j'ai aussi A Song to Drown Rivers dans ma palle, mais du coup qui est de la fantasy cette fois-ci. Donc là elle écrit plutôt en général
des rom-com young adult. Et donc là, c'est le cas. Je vous ai raconté, je crois, un peu l'histoire du début. Alors oui, c'est très prévisible, hein, la fin, effectivement, c'est pas non plus surprenant, mais voilà, c'était frais, c'était léger. Et je trouve qu'on abordait quand même des thèmes un peu... Voilà, des thèmes... voilà, pas anodins, donc notamment parce qu'en fait... Elisa en fait a vécu aux États-Unis et retourne à Beijing pour du coup son cursus en fait universitaire, et il y a des professeurs qui vont dire tout ça parce qu'en fait elle est voilà, elle est très typée, hein, et je savais pas que je pensais pas que tu parlais anglais, etc. Enfin oui, en fait je viens des États-Unis en fait, et plein de choses comme ça. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses aussi par rapport aux parents en fait. Enfin je sais pas si vous connaissez autour de vous enfin si vous-même vous n'êtes pas issu d'une famille asiatique, si vous connaissez un peu la mentalité asiatique, donc où il faut à tout prix réussir. Voilà, bon, moi-même aussi dans ma famille c'était comme ça, c'était il faut être avocat, médecin, ingénieur de voilà n'importe quoi, enfin bref. Et en gros si vous faites autre chose, c'est un peu la déception. Et là c'est un peu pareil parce que du coup les parents de Kaz, enfin surtout la mère, lui met la pression en fait pour qu'il réussisse en fait ses applications, mais ses tests d'entrée en fait à l'université pour forcément un établissement prestigieux en fait, parce qu'eux ils sont issus d'un milieu assez aisé, et en fait elle lui met la pression entre guillemets, et c'est pour ça aussi que du coup Elisa va l'aider en fait pour ça. C'est pour voilà, c'est en contrepartie du fait qu'il fasse semblant d'être son petit ami, mais elle lui met vachement la pression, et en fait à chaque fois elle le pousse un peu plus loin en gros à se consacrer principalement à ses études, alors que lui c'est pas spécialement ce qu'il a envie de faire, en tout cas pas dans le domaine où sa mère veut l'emmener. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, je trouve que, et ça résonne un peu en moi forcément, parce que moi ayant vécu ayant été immergée dans une culture asiatique, et où en gros l'ambition et le choix de carrière est hyper important. Bref. Et donc voilà, c'était tout mignon, comme voilà, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'était frais. J'ai bien aimé les personnages, ils étaient hyper mignons, hyper attachants. Donc voilà, je pense que je lirai d'autres romans. Alors il y en a un qui est sorti très récemment, alors je crois qu'il est un peu plus sombre celui-ci. C'est I'm Not Jessica Chen, je crois. Parce que je crois qu'en fait c'est une histoire d'une fille qui aimerait trop être à la place de sa cousine. Et je crois que ça va se réaliser d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, donc c'est un peu plus sombre, je crois. Mais voilà, j'ai hâte en tout cas de découvrir du coup A Song to Drown Rivers que j'ai dans ma palle, qui est du coup de la fantasy cette fois-ci. Donc voilà, je sais plus si c'est un one-shot ou un premier tome. J'avoue que je ne sais plus. Enfin bref, voilà, c'était tout mignon, moi j'ai beaucoup aimé. Alors du coup, j'ai commencé il y a 2 jours, je crois, Le Serment des 7 miroirs. Donc c'est le premier tome des Vents de Tertiel de Samuel Rouget chez Gulfstream. Alors je vous disais la dernière fois, je crois que dans mon book haul peut-être, mais en fait j'aime beaucoup les parutions de Gulfstream. Déjà je trouve que au niveau éditorial, je suis désolée, c'est un peu shiny. Au niveau éditorial, je trouve que il faut un sacré travail, et en plus moi pour le moment je suis pas sûre d'avoir été déçue par un roman de Gulfstream. Je suis pas sûre. Il faudrait que je creuse un peu plus, mais pour le moment je pense que j'ai eu que des coups de cœur ou des très bonnes lectures, ou des bonnes lectures en tout cas, mais jamais de déception. Donc voilà, et en plus ce que j'aime bien, c'est que souvent maintenant dans les romans jeunesse Gulfstream, vous avez pas mal d'illustrations. Donc là c'est... je vais vous donner un peu l'histoire après. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur? Donc entre chaque partie c'est un peu ça, et en plus vous avez les rabats, mais en fait vous avez des dessins dessus. Et à la fin, je crois, ouais, il y a 1 ou 2 illustrations comme ça. Donc en fait, ici, on est dans Tertiel. Donc Tertiel, ce sont un peu des îlots, des montagnes flottantes. Enfin voilà, je pense que vous l'avez vu un peu beaucoup, notamment par exemple dans les... comment ça s'appelle, la passe miroir, etc. Donc des espèces d'arches en fait, en gros ce sont des pays volants, mais c'est plutôt montagneux, etc. Et vous avez du coup donc
des montagnes qui lévitent grâce à la force du souffle. Donc le souffle est très important, c'est un concept de magie hyper important dans ce roman, en tout cas dans cette saga. Et vous avez des aspirants sylphes du coup qui vont aller à l'étude en fait. Donc l'étude, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ceci. Hop, l'étude, voilà. En fait, c'est une école avec 13 tours, donc 13 tours pour 13 disciplines, ou 13 vents, en fait. Pour en fait l'étude de chaque vent, vous avez des noms pour chaque vent, et chaque vent a une spécificité, bien entendu, comme par exemple le vent pour les murmures, les rumeurs, pour l'éviter, pour... vous avez aussi cette danse du vent en fait pour apprendre à voler, et vous avez bien sûr avec toute une ils volent pas tout seuls, hein, c'est pas vraiment de la magie, ils volent avec, je sais plus comment ça s'appelle, capelle, voilà. Et vous avez du coup Nalis qui en fait vit avec grand-père, donc il l'appelle grand-père, mais je sais pas vraiment si c'est son grand-père. Et non d'ailleurs c'est pas son grand-père, parce qu'en fait on apprend dès le début qu'en fait on l'a déposé au pas de sa porte, et donc du coup il l'a adopté. Et donc à l'âge, je sais plus quel âge, tous les aspirants sylphes en fait sont envoyés à l'étude. Et en fait les sylphes ont une particularité, c'est qu'ils ont les cheveux argentés, si je dis pas de bêtises, et une peau d'une certaine couleur. Alors je sais plus trop si c'est si c'est la peau dorée ou quelque chose comme ça, enfin bref, je crois que c'est ça. Et sauf que elle est pâle, je pense que vous voyez, hein. Elle est pâle avec des cheveux roses. Donc en fait, donc grand-père sait qu'elle ne vient pas de Tertiel, parce que Tertiel, voilà, toutes les personnes sont à plus ou moins... alors ils n'ont pas la même corpulence, la même taille, etc. forcément, mais ils ont voilà, les cheveux argentés, enfin les spécificités comme ça. Et elle non, donc en fait, quand elle va y aller, elle va être confrontée à la discrimination, en fait, tout simplement, parce qu'ils vont l'appeler déjà, ils vont pas l'appeler par son prénom, mais toujours avec la fille aux cheveux roses. Et en fait, pour eux, ils veulent rien avoir à faire avec elle, parce qu'ils se disent, elle a pas à être là, parce que normalement, c'est juste les aspirants sylphes, donc qui habitent en fait à Tertiel. Mais comme elle a vécu avec grand-père à Tertiel, du coup, elle a le droit. Donc la directrice, au début, il y a une discussion avec la directrice et un professeur où elle dit qu'en fait, elle est pas chaude, parce que forcément, pour elle, c'est pas une sylphe, mais en même temps, elle a vécu, donc en fait, elle a son droit, en fait. Elle a toujours vécu dans ces terres, donc en fait, ça lui a ouvert un droit, en fait, d'étudier à cette étude. Ça fait un peu redondant ce que je viens de dire. Et du coup, au début, c'est vrai qu'on voit qu'elle fait... Bon, elle est très isolée, donc en fait, elle participe au cours, puis après, elle va directement s'isoler quelque part, soit pour lire, soit pour... elle va même pas, des fois, manger, parce qu'elle veut pas se mêler aux autres, etc., parce qu'elle a... Voilà, elle a peur de cette différence, etc., et voilà, on se moque d'elle, dès le début, en plus, c'est oui, je veux pas que tu... Parce qu'en fait, ils ont une espèce de dortoir, et il y a des gens qui disent, en gros, je veux pas que tu dormes à côté de moi, et donc ils mettent leur sac et tout, pour pas qu'elle soit à côté d'eux. Enfin voilà, c'est assez dur au début pour elle, surtout qu'en fait, elle a toujours vécu isolée. En gros, elle a toujours vécu avec grand-père, donc elle n'a jamais vu d'autres enfants, d'autres adultes, etc. Donc c'est un peu une nouvelle vie, en même temps très compliquée, parce qu'elle fait face à de la méchanceté dès qu'elle arrive. Et donc, voilà, donc là en fait j'en suis à 35%, et donc bon, elle est arrivée, elle a rencontré, du coup, au début il y a la directrice qui présente tous les professeurs, donc elle a eu certains cours pour le moment, dont première leçon de vol, donc oui, ils enfilent leur capelle, et en fait ils se mettent au-dessus d'un courant d'air, enfin il y a des trous dans le sol à certains endroits, et puis il y a des courants d'air, entre guillemets, donc en fait il faut qu'ils se mettent dessus pour essayer de s'équilibrer, enfin d'apprendre en fait, tout simplement. Et en fait cette fois-là, et en fait parce qu'elle, vu elle a tout approuvé en fait, parce qu'elle n'est pas considérée comme sylphe, et en fait cette première leçon de vol est catastrophique pour elle parce qu'elle n'y arrive pas du tout, et elle manque de tomber et de... En fait elle dérive en fait, bref, et ça se passe très mal, du coup elle est un peu triste, et mais heureusement elle va faire la rencontre de quelqu'un qui n'a pas l'air de se soucier de son apparence, et du fait qu'elle n'est pas vraiment sylphe, qu'elle ne vient pas vraiment de Tertiel, pardon, et du coup, voilà, il y a une amitié qui se construit. Alors ce garçon est très mystérieux pour le moment, voilà, à part le fait qu'on sait que lui, c'est déjà volé, il a déjà appris, alors que normalement on l'apprend à l'étude, on ne sait pas grand chose de lui,
Mais voilà, c'est le seul qui est indifférent en fait à la couleur de cheveux et à la couleur de peau de Nalice. Et voilà, ils font à Miami, donc tous les soirs ils discutent de leur journée, etc. Parce comme ils passent pas la journée ensemble vu qu'elles s'isolent. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes, je trouve, abordés au niveau de la solitude, la discrimination, etc., de l'indifférence et l'exclusion dès le début. Donc ça, je trouve ça chouette. De dénoncer comme ça et voilà, donc là elle a fait quelques cours, pas tous. Il y a aussi un cours de maniement des armes, enfin il y a pas mal de choses, donc vous avez 13 tours, 13 vents à maîtriser, en tout cas à connaître, et voilà, donc j'en suis là. Je vous en dirai pas plus parce que je pense qu'au niveau du résumé déjà je suis peut-être allée un peu trop loin, mais voilà, et forcément ah oui, et du coup, on le dit dans le résumé, mais en fait, elle a des visions. Donc là, elle en a eu déjà une ou deux, mais voilà, on ne sait pas à quoi c'est dû. Elle en parle pas parce qu'elle pense que déjà qu'elle est un peu mise à l'écart. Voilà, elle pense que les gens vont la prendre pour une folle. Donc elle en parle pas trop, mais voilà, je pense que ça va être lié à l'intrigue générale, hein, de toute façon, ces visions. Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer. J'aime beaucoup pour le moment. C'était une recommandation de Jordan, donc la chaîne Sparky Jordi sur Instagram, le compte Instagram Sparky Jordi sur Instagram, mais il est plutôt sur son compte d'auteur, donc Jordan, j'ai plus le nom, mais je vous mettrai en barre d'infos. Parce qu'en fait, il est en train d'écrire un roman. D'ailleurs, je crois qu'il a fini et l'a envoyé à des maisons d'édition, donc là, il est en attente. Donc voilà, et il a eu beaucoup de cœur dessus, il me semble, mais j'ai vu de très bons avis de plusieurs personnes. Mais j'ai vu aussi un DNF, ce qui est étonnant parce que voilà, là en tout cas la première partie, je trouve que c'est intriguant et que ce concept aussi de souffle et de vent, en fait, des 13 vents en fait, est hyper original, et surtout je trouve que la plume est hyper fluide mais aussi très poétique. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. Bah écoutez, je vais le lire, je pense que la prochaine fois que je vous prendrai, je l'aurai fini. Et en parallèle, du coup, je voulais commencer une autre lecture. Donc je voulais commencer Powerless de Lauren Roberts. Donc là c'est chez l'édition Olympe. Donc alors c'est le premier que j'ai de chez Olympe et que je vais lire d'ailleurs. J'ai aussi Porcelaine sous les ruines, mais je ne l'ai pas sorti encore, mais ça ne saurait tarder, hein, je pense. Et en fait, on m'a dit que les éditions reliées étaient très mal, résistaient très mal au temps. Donc que ce soit le jaspage, la tenue du livre, etc. Donc j'ai un peu peur, donc je pense que je vais peut-être le lire sur liseuse. Mais je trouve ça dommage, et en fait, j'avais vu beaucoup d'avis sur l'objet en soi de Powerless, mais au fur et à mesure des sorties de Olympe, j'entends pas mal d'avis similaires au niveau du livre, enfin comme quoi il se gardait pas bien. Et donc voilà, donc je pense que je vais essayer de le lire sur liseuse ou en tout cas sur un autre support. Et voilà. Et en fait, Olympe, tout comme Calice au début, faisait brocher et relier, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, en fait, les deux maisons d'édition se sont mises à ne faire que des reliés. Alors, ce qui est très dommage, parce qu'au niveau budget, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre... Bon, là, celui-là, il coûte 25,90, mais je crois qu'il y en a certains qui coûtent un peu plus cher dans un roman, alors qu'un brochet, voilà, ça doit être 17, 18 euros, j'imagine. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le budget pour découvrir les romans, c'est un peu dommage, mais il y a un peu ce marketing, cette consommation du livre qui est un peu particulière, parce que du coup, ils font des très beaux livres, donc ça donne envie. Mais est-ce que... mais ils pensent pas forcément au petit budget, et même, il y a certaines personnes comme moi, des fois, je préfère les brochets, notamment, par exemple, chez Lost Kingdom. Alors, les reliés sont hyper beaux, mais par exemple, pour les chroniques de Niaxa, je préfère la couverture des brochets, donc j'ai pris les brochets. Et voilà, je trouve que... Et puis même de ne pas pouvoir donner le choix, en fait, au lecteur, je trouve ça un peu dommage. Voilà, on va pas polémiquer dessus, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc, je vais tenter de le lire ce mois-ci. Donc là, je sais même pas si il y a un résumé quelque part. Ah si. Donc là, ils disent « Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime pour survivre. Paedin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue.
Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai lui fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Alors oui, donc c'est la romantaisie, j'ai oublié de vous le dire. Mais alors, moi je trouve que ça peut être intéressant dans le sens où... bon voilà, il y a une espèce de tournoi, donc maintenant c'est assez récurrent dans les romans, je trouve, de fantasy. Donc voilà, on va pas faire de généralité, mais voilà, je pense qu'on va savoir comment ça va se finir. Mais je trouve l'idée du fait de mettre quelqu'un qui n'a aucun pouvoir dans un monde de pouvoir et où justement c'est l'essence même en fait de ce royaume, je trouve ça intéressant. J'espère juste qu'en fait à la fin elle va pas découvrir qu'elle a des pouvoirs, quoi, parce que je trouve que ça casserait un peu tout et ça enlèverait ce fait d'être un peu un battant dans un monde où en fait on est normalement destinée à mourir et à vivre en fait dans les bas-fonds. J'espère juste qu'elle va pas découvrir qu'elle a des pouvoirs à la fin et que finalement ça va être une femme un peu badass avec des pouvoirs extraordinaires, etc. Alors je suis désolée, j'ai été coupée par un appel. Du coup, comme je disais, j'espère qu'en fait elle va pas découvrir qu'elle a des pouvoirs. En tout cas, moi ça m'agacerait un petit peu et je pense que ce serait peut-être trop facile au niveau de l'intrigue. Mais voilà, je pense que quand je vous reprendrai quand j'aurai fini celui-ci et que j'aurai commencé celui-ci. Et je vous reprendrai, je pense, une dernière fois pour vous donner mon avis final, parce que je pense pas que je vais remettre d'autres romans, sinon le vlog sera un peu trop long. Hello, je voulais vous reprendre rapidement pour faire un petit update. Je me rends compte que j'ai pas fait d'update à mi parcours du nouveau roman, de la nouvelle lecture en cours. D'abord, je voulais vous parler de Le Serment des 7 miroirs de Samuel Rouget. Donc c'est le tome 1 des Vents de Terre-Ciel. Non, c'est Le Serment des 7 miroirs. Le tome 1 s'appelle Les Vents de Terre-Ciel. Si je dis pas de bêtises, donc chez Gulfstream. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez, et c'est un peu holographique dans le sens où... Voilà. Alors du coup là on est donc, je crois que est-ce que je vous avais parlé du résumé? Je crois que oui. Et donc en fait je l'ai terminé et j'ai adoré, j'ai mis 4 étoiles. Alors c'est parce qu'il y avait des petites choses qui m'ont dérangé, bon qui m'ont dérangé peut-être pas, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas j'ai des petites choses, voilà, j'ai pas trop adhéré, mais voilà, en soi c'est une très très bonne lecture. Notamment par rapport à tout ce qui est discrimination, mise à l'écart, l'identité, la recherche de son identité, de son appartenance, se fondre dans la masse, etc., la différence. Tous ces sujets sont abordés et j'ai beaucoup aimé du coup, parce que moi dans les romans Young Adult, ce que j'attends aussi, ce sont des messages par rapport à tout ça qui se rapportent un peu à la société actuelle, j'ai envie de dire. Et voilà, parce que comme je vous disais, elle a les cheveux roses alors que tous les autres ont les cheveux argentés, donc elle ne sait pas d'où elle vient, donc elle est un peu en quête de son identité, de ses origines, et
Et puis elle fait l'objet de moqueries forcément et de discrimination. Mais voilà, elle va se battre pour réussir les épreuves et réussir du coup à s'intégrer. Elle va quand même se faire des amis. Et puis, je m'attendais pas du tout, surtout quand vous voyez la couverture et le résumé, qu'il y a un côté super sombre dans le roman qui va arriver et de noirceur et je m'y attendais pas du tout. Et voilà. Je peux rien vous dire de plus parce que vraiment tout ce qu'on découvre là, ce n'est pas dans le résumé. Par la suite, enfin tout ce que j'ai découvert après, vous avez fait un update la dernière fois, mais c'était hyper prenant, il y a des beaux moments d'amitié, voilà, et puis des beaux moments de courage, de détermination, etc. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui est déjà sorti, je crois, en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou début de cette année, je ne sais plus. Donc voilà, il est déjà publié et je crois qu'il est plutôt orangé, marron, je sais plus, mais en tout cas la couverture reste très belle. Je vais me le procurer, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, du coup, j'ai commencé Powerless de Lauren Roberts, donc là chez Olympe. Il est très beau, c'est vrai qu'il est très beau, mais apparemment ça s'enlève au fur et à mesure. Apparemment, les reliés chez Olympe ne sont pas très bonne qualité, apparemment le jaspage s'enlève, etc. Alors moi j'essaie de lire, voilà, de manière très soignée. J'en ai un autre, c'est Porcelaine sous les ruines, qui est dans ma palle, mais bon, je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous dire au niveau de la qualité du livre. Et d'ailleurs, ça s'enlève là un peu, j'ai l'impression. Vous savez, vous avez des... bref, forcément, on va en apprendre plus sur les participants, parce que bon, au début, il y a une sorte de cérémonie de présentation, un peu comme dans Hunger Games d'ailleurs, et après il va y avoir du coup un bal, et puis après la première épreuve. Et donc pour Paydin, qui est ordinaire, du coup, ça va être compliqué parce qu'il faut qu'elle cache le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir, mais en fait elle va rentrer dans une compétition de gens avec des pouvoirs, mais elle en a pas, donc pour survivre ça va être compliqué. Et forcément elle va se rapprocher du prince Kai, et forcément il va y avoir une alliance au début, puis après voilà, c'est une romantésie, donc je pense que vous savez où ça va aller. Alors j'ai beaucoup aimé le début où en fait on raconte en fait un peu l'histoire de début de Paydin, du fait qu'en fait elle est orpheline et que elle vit dans les bas-fonds en fait du royaume. Donc en fait elle galère pour survivre, pour manger, etc. avec une jeune femme qu'elle considère comme sa sœur. Elle partage tout, etc. Et puis ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup vous avez ces différences, parce qu'on alterne entre Kai et du coup Paydin, et voilà, on voit vraiment la différence entre les différentes classes. Et à partir du moment où elle sauve Kai et elle est introduite en fait dans cette compétition, là c'est vrai qu'il y a énormément de références à Hunger Games, même des schémas typiques dans le premier Hunger Games, en tout cas le premier volume. Enfin j'ai pas lu les livres, moi j'ai vu les films, on va dire dans le premier film, où en fait c'est chacun pour soi, mais après il faut créer des alliances, etc. Et puis vous avez aussi des morts, voilà. Et donc tout ce côté, bon, voilà, c'était un peu vu et revu, mais je le savais parce que c'est vrai que quand on l'a annoncé, tout le monde disait oui, si vous avez aimé Hunger Games, voilà. Alors peut-être que c'est un peu du fanfiction dans le sens où l'autrice est peut-être fan d'Hunger Games, mais des fois c'est un peu gros. Et donc voilà. Et après, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que chaque personne donc qui a des pouvoirs a un pouvoir spécifique. Ils sont catégorisés en fait. Et voilà. Donc forcément, il y a aussi cette recherche d'identité, un peu comme l'autre, parce que elle se cherche en fait dans le sens où elle sait qu'elle est ordinaire, hein, mais son père était en fait au service du roi et il était guérisseur. En fait, avec ses pouvoirs, il arrivait à guérir les gens. Donc en fait, tout le monde la connaît parce qu'il connaissait son père. Donc c'est pour ça qu'ils déduisent en fait qu'elle est aussi qu'elle a aussi des pouvoirs. Et voilà. Donc là, j'en suis à... en fait, ils sont en pleine compétition là en ce moment. Donc il y a déjà eu des morts. Et voilà. Et puis forcément, il y a des amitiés qui vont se construire. Alors par contre, ce que j'aime pas trop, enfin je sais pas où ça va aller, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un triangle amoureux et moi je suis pas trop fan de ce type de trope. Donc je vous dirai pas qui est le deuxième love interest, mais est-ce que ça sera du love interest, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pas fan moi
Enfin, dans Hunger Games c'était un peu ça, il y avait une sorte de triangle aussi, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose ici, et moi je suis pas fan des triangles amoureux. Voilà, c'est un trope que j'aime pas spécialement, mais voilà, je comprends que ça puisse plaire et que ça ajoute de la tension entre les deux personnages principaux, le love interest principal. Et voilà, je peux pas vous en dire grand chose de plus. Pour l'instant, j'aime bien, que ce soit l'univers, les personnages. On voit que Pédine elle a un sacré caractère quand même, mais en même temps, on voit qu'elle est fragile et qu'elle pense beaucoup au bien-être de sa sœur d'adoption entre guillemets, et qu'elle aimerait en fait que ça change, que les ordinaires soient considérés comme des gens normaux, et pas comme des animaux qu'il faut abattre, et voilà. Et Kai, on voit qu'il est un peu tiraillé entre, parce que c'est le futur exécuteur, mais on voit qu'il a quand même des émotions, hein, ça reste un humain, et qu'il est tiraillé entre son futur devoir et en fait le fait que du coup Pédine commence un peu à le convaincre entre guillemets que tout le monde devrait vivre en osmose en fait. Et voilà, pour le moment j'aime bien. C'est pas non plus transcendant, mais pour l'instant j'apprécie beaucoup ma lecture. Il y a de l'action, il y a de la tension entre les deux personnages. Après Kai, on dit que c'est quelqu'un de froid et que c'est quelqu'un de... voilà, c'est le futur exécuteur, donc normalement c'est quelqu'un d'un peu impitoyable, et sauf qu'en fait moi je trouve que c'est un green flag en fait au niveau de la bienveillance par rapport à Pédine, et même par rapport à d'autres personnages, et même par rapport à son frère. Enfin c'est vraiment, je trouve que pour le moment c'est pas le personnage qu'on... Enfin moi j'aurais préféré qu'en fait il cache son apparence, enfin sa vulnérabilité, et qu'en fait devant tout le monde, en fait il est comme ça en fait devant tout le monde dès le début. Je le trouve hyper sympathique en fait. Donc voilà, je vous en dirai davantage, j'en suis à la moitié. Je pense que je vous reprendrai quand je l'aurai fini, et puis je clôturerai le vlog à ce moment-là. Ensuite, vu que je m'étais donné comme challenge un partial no buy, donc 3 romans max par mois, que je m'achète, donc du coup je vois pas trop l'intérêt de faire, parce que non, je fais un book haul par mois comme vidéo, mais là je vois pas trop l'intérêt, donc je vais vous montrer dans ce vlog. Donc j'ai reçu The Dark Mirror, bon je l'ai commandé, hein, c'était une précommande, donc c'est le tome 5 de la saga The Bone Season, en sachant que j'ai lu les 4 premiers tomes, donc celui-là c'est le dernier que je n'ai pas lu, donc j'espère pouvoir le lire très bientôt. J'ai vraiment hâte parce que c'était très long, parce que moi j'ai les lisé en français, et sauf que là j'ai attendu la réédition du coup chez The Broken Binding, et j'ai vraiment hâte parce que c'est une saga que j'adore. De toute façon, Samantha Shannon avec Le Prieuré, l'Oranger et Un jour de nuit tombée, j'avais adoré. Là, c'est peut-être totalement différent parce que c'est plus de la dystopie avec la dystopie avec des éléments de fantaisie, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore en fait. Et du coup, j'ai revendu mes 4 tomes de chez De Taxus parce qu'ils commencent à ressortir en version comme ça, sauf que j'ai l'impression que le 5e tome ne sortira jamais dans l'ancienne version, étant donné que ce sont les anciennes versions, et que dans cette nouvelle version Samantha Shannon a réécrit les livres en fait, des passages, etc. Alors je pense pas que l'histoire de base ait été modifiée, mais il y a eu des changements, donc voilà, moi je me suis commencé à me procurer ces versions de chez The Broken Binding, mais du coup j'ai revendu mes 4 tomes chez De Saxus, parce que de toute façon je sais qu'on n'aura jamais le 5e dans l'ancienne version. Voilà, j'ai hâte, tout simplement. Je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé, parce que je sais plus ce qu'on peut dire ou pas dire, étant donné que j'ai lu les 4 premiers tomes. Ensuite, je me suis pris The Scorpion and the Night Blossom de Amélie Wen Zhao. Donc, de base, Amélie Wen Zhao, moi je la connais, enfin, moi j'ai lu que la duologie. J'avoue, je sais plus le nom de la série. C'est. Le premier tome, c'est Silver Like Flame. Song Like Night. Flame. Silver Like. Un truc comme ça. Bref. Donc, c'est une duologie avec de la mythologie asiatique, où on parle de dieux, etc. Et j'avais adoré en fait cette duologie. Alors j'ai pas lu sa trilogie de Blood Air, je crois, où c'est une réécriture, je crois, de la princesse. Est-ce que c'est une réécriture de la princesse Anastasia, je ne sais plus. Mais je crois j'avais vu des avis comme quoi ils avaient l'impression que c'est une réécriture de ce personnage, mais voilà, cette trilogie, il faudrait que je la lise aussi, c'est une trilogie qu'elle a écrite avant. Et donc là, c'est sa nouvelle série, qui est une romantécie, je crois, chinoise. Et donc, moi j'ai la version... alors, c'est une version qu'on peut se procurer normalement, c'est pas une version spéciale, mais voilà, il est très très beau, j'aime beaucoup les couleurs.
Et donc j'ai l'impression qu'il est très court. Ah non, bon ça va, il fait presque 400 pages, mais c'est parce que les pages doivent être fines, mais il a l'air très court. Et donc là, pour vous dire le résumé, donc on est... alors, 9 ans auparavant, la guerre a éclaté entre le royaume de la nuit et le royaume des rivières. Et ça a déchiré la famille Anning, qui a laissé la mère à peine vivante et un bébé et un bébé. A baby sister, ils disent. Maintenant, le royaume des mortels tombe dans une nuit éternelle. Et Mo, c'est quoi ça? Ah oui, et des mots, donc c'est des démons qui parcourent le pays et qui se nourrissent de la chair humaine et boivent leurs âmes. Anning, ah oui non, la famille d'Anning, donc Anning c'est une personne, n'est plus une enfant, Elle, armée de ses lames et entraînée dans l'ancien art de... Alors ils disent practitioning, mais je crois que c'est de la magie. Elle a décidé d'entrer dans les trials, c'est les jeux de l'immortalité. Pas les jeux, mais les épreuves de l'immortalité, qui sont ouverts à tous les mortels qui peuvent survivre au voyage dans le royaume des immortels. Ceux qui réussissent ont droit à la vie éternelle. La seule chose qui peut sauver sa mère qui est mourante. Voilà. Donc elle doit suivre la compétition. La mort est commun dans la compétition. Anning trouve quelqu'un qui l'aide à rester en vie. C'est un participant rival, puissant et handsome. Yu Chen est très secret par rapport à son passé et à ses motivations pour protéger Anning. Le plus longtemps elle survit dans la compétition, et puis elle voit que tout n'est pas bon dans le royaume des immortels. Pour sauver sa mère et elle-même, elle doit essayer de faire confiance à cet étranger pour qui elle tombe amoureuse. Non, elle doit... oh, c'est trop compliqué. Elle doit voir... Non, elle doit essayer de voir si elle peut faire confiance à cet étranger dont elle tombe amoureuse, ou si c'est le plus dangereux joueur pour elle et pour le royaume. Voilà. Donc c'est une romantaisie, je pense qu'on sait où ça va aller, mais moi ce que j'ai hâte de voir, c'est par rapport à ces immortels et au pouvoir qu'il y a dedans. En tout cas, j'aime la couverture, elle est très très jolie. Voilà, donc The Scorpion and the Night Blossom, je ne sais pas si... Oui, Song of Silver, Flame Like Night, il y a marqué. Je ne sais pas si c'est une duologie, une trilogie, j'avoue que je n'ai pas trop regardé. Mais voilà, j'ai hâte parce que j'ai adoré même la première duologie que j'ai lue. Et enfin, j'ai reçu La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett. Donc c'est le troisième tome des Cités Divines chez Albin Michel Imaginaire, donc je l'ai reçu en service presse. J'ai lu du coup là au mois de... février le tome 2 en LC avec Mélanie, et le premier tome je l'ai lu fin d'année dernière, je me souviens plus, et on a adoré. Moi j'ai mis un 5 étoiles, j'ai vraiment adoré. On suit un autre personnage mais c'est toujours dans le même monde, et là c'est le tome 3, en sachant qu'on a lu le résumé ensemble avec Mélanie et on s'est dit waouh, pourquoi? Et donc voilà, on a vraiment hâte. Donc là on est dans un monde où il y avait des divinités avant qui ont quitté la Terre, et donc il reste des vestiges, et forcément il y a tous ces mythes qui remontent à la surface, et en fait dans le premier et deuxième tome vous avez une sorte d'enquête au début qui aboutit sur quelque chose de plus grand et de plus extraordinaire entre guillemets, et de plus divin. Mais au début ça part sur une enquête, une disparition, un meurtre, voilà, et puis après au fur et à mesure ça part sur autre chose. Et j'ai vraiment adoré les personnages qu'on suivait dans les premiers tomes, et là en fait on suit un des personnages qu'on suit principalement dans le premier et un peu moins dans le deuxième, mais on le retrouve là, et j'ai vraiment hâte, parce qu'en fait quand on se voit à la fin du tome 2, on se demande l'état
du monde et des personnages dans ce troisième tome, donc j'ai vraiment hâte. Et voilà, on a toujours un très très beau travail. Alors il est arrivé un petit peu abîmé, mais bon voilà, c'est un service presse, hein, je vais pas chouiner non plus, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vous retrouve du coup pour vous parler de la fin de Powerless, et du coup je vous dis à tout de suite. Hello, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. J'ai enfin terminé Powerless, enfin, j'ai pas eu tant que ça, Powerless de Lauren Roberts, et j'ai mis 3,5. Alors comme je vous disais, il n'y a pas grand chose d'original, voilà, ça reste voilà, un mélange de fantasy et de dystopie un peu classique, j'ai envie de dire, où on a forcément les ordinaires, comme je vous expliquais la dernière fois, et ceux qui ont des pouvoirs, donc les zéniths et les banals, bien que les banals soient aussi considérés comme des moins que rien, parce qu'ils vivent dans les bas-fonds, etc. Donc il y a la compétition, je crois que je vous ai laissé la dernière fois quand ils avaient fait la première épreuve. Il y a encore des balles, d'autres épreuves, etc. Et une épreuve finale. Je vous dirai pas comment ça se termine, mais j'avoue que je m'attendais pas trop à cette fin. Alors je sais qu'il y a un deuxième tome, une sorte aussi de nouvelle. Je sais pas si c'est une trilogie ou une duologie, j'avoue que je n'ai pas regardé. Mais j'avoue que je m'attendais pas à cette fin pour ce tome-là en fait. Et j'avoue que ça change un petit peu la donne, mais du coup je trouve que ça fait... je sais pas comment dire. Je trouve que du coup ça amène un trope trop connu, trop commun. Alors, bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait rien d'original, donc je vois pas pourquoi ça aurait été original à la fin. Mais c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un twist qui fait que voilà, ça change vraiment de la fantasy classique, enfin la romantasy, mais pas du tout. Et donc du coup, la fin était prévisible. En fait, la fin est prévisible dans le sens où c'est une romantasy classique, mais j'avoue que je m'attendais pas à cette fin. Je me suis dit bon, il va y avoir un truc, mais pas cette chose-là. Malheureusement, ça va pas faire sens en fait de ce que je vous dis, parce que si vous l'avez pas lu, vous n'allez pas comprendre. Mais voilà, je peux pas en dire plus. Alors, le truc que j'ai bien aimé par contre, c'est que la romance est hyper slow burn. Que voilà, il n'y a pas de consommation pendant le premier tome, je veux dire ça comme ça, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est très slow burn, et c'est ça que j'ai bien aimé, parce que c'est vrai qu'en maintenant en romantasy young adult ou même des romantasy adultes, je trouve que tout va très vite, et alors que ce sont en général des sagas, alors quand c'est un one shot je peux comprendre, mais quand c'est des sagas, voilà, que tout arrive au premier tome, moi je trouve ça un peu rapide. Mais pas là, pas du tout. Alors voilà, effectivement, si vous avez lu Hunger Games, moi je n'ai pas lu les livres comme je disais à la fois, j'ai vu les films, mais je vois quand même beaucoup de similarités avec les épreuves, même le déroulement des épreuves, comme je vous disais, le fait que ce soit un divertissement, un spectacle, voilà, il faut que ce soit un show en fait. Alors voilà, j'ai pas lu j'ai pas vu s'il y avait des notes de l'autrice, honnêtement j'ai pas regardé, si c'était plus un hommage ou si c'est plus, voilà, parce que ça a été une inspiration pour ça. Alors moi, comme je vous disais, j'ai pas lu les livres. Si j'avais lu les livres, peut-être que je serais un peu plus en colère, qu'il y ait un peu de copies comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai vu que les films, et que j'ai adoré d'ailleurs, et comme je vous disais à la fois, il faudrait que je lise les livres, mais voilà, il faut pas s'attendre à du Hunger Games copier-coller. S'il y a des références, notamment au niveau des épreuves, c'est vraiment emprunté à Hunger Games, mais c'est vrai qu'après voilà, le reste de l'histoire, ça n'a pas grand chose à voir. Le méchant est très méchant. Et en fait, c'est assez manichéen, je trouve, dans l'exécution, au niveau du bien, du mal. Et les méchants sont bien méchants, sans raison apparente d'ailleurs, parce qu'en général, vous avez toujours quelque chose qui leur arrive, et du coup, voilà. Mais là, c'est vrai que, voilà, c'est pas très gris comme palette de personnages. Voilà, et c'est pareil parce qu'il disait que Kai est un personnage gris. Alors certes, il est comme c'est le futur exécuteur, il cherche et traque les ordinaires pour les tuer ou les envoyer en exil dans le désert, mais au-delà de ça, comme je vous disais, il est très green flag dans la vie de tous les jours, avec ses compagnons, avec Paydin, même avec ses frères, enfin voilà, je trouve que cette dualité, elle est un peu compliquée est compliquée à expliquer en fait, parce que c'est pas comme s'il mettait un masque en fait, parce qu'en fait c'est lui.
Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une incohérence. Et on dit qu'il est morally grey parce que voilà, il a ce côté des futurs exécuteurs, donc très dur, très cruel, et ce côté voilà très green flag. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de nuance, donc en fait, est-ce qu'il est vraiment morally grey, je sais pas trop. Donc voilà, je vais voir ce qu'il en est. Alors, je pense que je lirai quand même le tome 2 pour voir, pour me faire mon avis sur la suite. La nouvelle, dites-moi si vous l'avez lu. Là, je crois que c'est Powerful. Parce que le tome 2 ça doit être Reckless. Et dites-moi s'il est vraiment nécessaire de lire la nouvelle, parce qu'en fait j'ai pas envie de la lire parce que elle est dans un format plus petit. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein, mais ils ont fait un format plus petit. Je crois que c'est quand même du hardback, mais c'est un format beaucoup plus petit parce que c'est une nouvelle, mais ils auraient pu sortir un brochet et de la même taille en fait, mais ou un hardback, non, un brochet ou un hardback de la même taille. Mais là ils ont sorti un hardback mais tout petit en fait, ils doivent faire ça. Et dites-moi si en fait si elle est nécessaire parce que moi je compte pas l'acheter en fait. Je vois pas l'intérêt de dépareiller, et puis, enfin bref, c'est toujours un choix des maisons d'édition. Mais je pense que je lirai Reckless pour savoir en fait un peu comment ça évolue. Alors après, si vraiment j'adhère pas du tout au tome 2, je lirai pas la suite. Voilà. Alors je sais que j'avais vu beaucoup d'avis mitigés, donc je m'attendais pas à grand chose non plus, mais c'était assez divertissant. Il y avait des moments que j'ai bien aimés, notamment avec l'ami d'enfance de Paydin qui est adorable. Enfin, des fois, souvent, je préfère même les personnages secondaires, même les frères de Kai, je trouve qu'ils étaient plus sympas à suivre que les personnages principaux parfois. Donc voilà. Et bon, après il y avait beaucoup de tropes très très connus et beaucoup de tropes très communs du coup à la fantasy, romantasy de base. C'est vrai qu'on pourrait croire que l'autrice en fait a mis tous les tropes que les gens aiment pour du coup s'assurer du succès du roman. Alors je sais pas si c'est le cas ou si c'était pas fait exprès, mais en tout cas il y a énormément de tropes de la romantasy quoi. D'où la non-originalité du récit de manière générale. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que j'ai lus, si vous les avez dans votre palle. Et puis voilà, moi je vous retrouve du coup pour un prochain... Je sais pas si c'est un vlog, je sais plus, je sais jamais quelle vidéo vient avant, après. Et si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, écoutez, mettez-moi une épée ou des petites fleurs, voilà, pour en référence à Powerless. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.